propos de M. Meyrat, donc sa mort était inéluctable, donc M. Sarkozy a souhaité qu'on puisse prendre cet homme vivant, en fait, qu'il puisse répondre de ses actes devant les tribunaux. Écoutez, je suis quelqu'un de peu recommandable et un vil conspirationniste. Donc en tant que vil conspirationniste, je vous dirais que sa mort était une mort annoncée, que l'on ne voit pas de comment il aurait pu s'en sortir, quelles que soient ses déclarations sur, alors que l'homme n'était visiblement pas suicidaire, mais ses déclarations relatives à sa volonté de mourir les armes à la main. Monsieur Sarkozy voulait absolument qu'on le prenne vivant. On peut penser qu'il y a là aussi, Monsieur Sarkozy n'est pas un habitué de la vérité vraie, qu'il y a là aussi une manœuvre visant à faire croire aux Français que la justice eût pu s'exercer à son endroit. Je pense que dès le départ, cette issue était rendu nécessaire parce que M. Meyrat, de toute façon, ne devait pas parler, tout comme M. Lee Harvey Oswald ne devait pas parler. Je vous rappellerai quand... Vous insinuez quelque chose? Pardon? Vous insinuez là quelque chose? Ah, ce n'est pas une insinuation, c'est presque une affirmation. Je dirais que M. Meyrat, beaucoup de zones d'ombre subsistent dans cette affaire. Je peux en énumérer quelques-unes. M. Meyrat, qui était assez intelligent, professionnel, qui a fait preuve d'un sang-froid remarquable, d'une maîtrise technique dans le maniement des armes hors pair, à telle enseigne qu'on a cru que c'était un militaire de carrière. Je veux bien qu'il ait bénéficier d'un entraînement, que ce soit au Pakistan ou en Afghanistan, sur le maniement des armes. Mais les armes de poing, il faut une pratique assidue pour les maîtriser de telle façon. Donc si on regarde bien les zones d'ombre, cet homme qui a été assez habile pour effacer toute empreinte digitale ou toute trace génétique des douilles qui restent obligatoirement sur le terrain, puisque les armes automatiques ou semi-automatiques les éjectent, aurait, comme par hasard, et cela fait penser au passeport miraculeusement tombé des tours du World Trade Center, intact, et également des fournitures et des manifestes djihadistes et des testaments trouvés dans le coffre d'une voiture garée devant un aéroport de New York. Monsieur Meyrat aurait laissé des armes entreposées dans le coffre d'une voiture garée en bas de chez lui, et il aurait attendu sagement que les policiers viennent le cueillir, alors en laissant d'ailleurs, comme le petit pousset, un certain nombre de cailloux derrière lui pour qu'on suive sa piste sans coup férir. Comme je l'ai dit, cet homme était suivi, cet homme était connu, c'est un jeune homme algérien, sans doute à la tête chaude, sans doute un musulman qui a été, il faut le dire, qui a été manipulé et voire instrumenté. Et on peut se demander qui l'a instrumenté, qui lui a fourni les fonds, qui lui a fourni les armes. Voilà des questions auxquelles il faut répondre. Et surtout, maintenant, la grande question, c'est pourquoi les services de l'aveu même de M. Guéant, ministre de l'Intérieur du gouvernement français, l'ont-elles, alors qu'il était suivi, qu'en France, guère plus d'une douzaine d'individus sur peut-être une centaine, 100 ou 200, sont réellement potentiellement dangereux ou réellement susceptibles de passer à l'acte. Pourquoi n'était-il pas sous surveillance? Pourquoi l'a-t-on laissé filer? Surtout, et commettre d'autres meurtres après son premier passage à l'acte. Donc, là, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Acheter des armes, ils s'approprient des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.